avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Defresne, femme inspirante aux multiples facettes. Journaliste, mère de 2 enfants, entrepreneur et cofondatrice du média Les Louves avec Marion Rocheux. Les Louves, c'est un média en ligne, un podcast et aussi un programme d'accompagnement pour la grossesse et postpartum. Marine va nous raconter son incroyable aventure de l'écriture d'un livre basé sur des récits personnels et des analyses touchantes, coécrit avec sa partenaire et associée Marion. Elles ont vécu des moments intenses et émouvants, notamment lors de leur retraite d'écriture en Bretagne, une expérience cathartique qui les a aidées à revisiter et comprendre leur parcours maternel. Nous allons également parler des ateliers d'écriture organisés par les Louves, conçus comme des outils thérapeutiques permettant aux mères d'extérioriser leurs sentiments et mieux comprendre leurs émotions. C'est une démarche essentielle, car nous savons tous et toutes à quel point il est difficile d'exprimer ses craintes et ses angoisses dans un monde où les rôles parentaux sont souvent jugés avec des standards inégaux. Marine partagera ses propres expériences, notamment les rêves angoissants liés à la maternité, et comment elle a surmonté ces moments difficiles. Nous discuterons de la transformation personnelle qu'apporte la maternité entre solitude et connexion, et du mythe de l'instinct maternel qui place une pression immense sur les mères. Nous aborderons également des sujets comme l'importance du soutien postpartum, la nécessité d'améliorer les congés paternité, et comment équilibrer les responsabilités parentales. Marine et moi échangerons sur la surprotection des enfants, l'importance de partager les réussites parentales et la réalité des burn-out parentaux. Enfin, nous discuterons de l'initiative Les Louves, qui vise à changer la manière dont on parle aux mères et d'apporter une vision critique et constructive sur les réseaux sociaux pour créer des liens, ok, mais aussi qui peuvent exercer une pression non réaliste, surtout sur les mères. Préparez-vous pour une conversation authentique et sans filtre, où nous célébrons les réussites parentales tout en reconnaissant les défis et les complexités émotionnelles que cela implique. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description de cet épisode. On y va tout de suite avec ma première question. Marine, le livre que vous avez sorti avec Marion, c'est un mélange un petit peu de récits intimes et d'analyse. Est-ce que tu peux nous partager un moment particulièrement touchant ou révélateur que vous avez vécu ou entendu pendant la rédaction de ce livre? Je vous souhaite une bonne écoute. J'aime bien tes questions et le moment est venu, tout de suite quand j'ai lu ta question. Donc on a écrit ce livre à 4 mains avec Marion Roucheux, mon associée, et on est toutes les 2 des passionnées de lecture, de littérature et d'écriture, même si notre métier ne nous permet pas d'écrire tout ce qu'on voudrait écrire. Et on s'est offert une retraite d'écriture en Bretagne pour l'écriture de ce livre. On a été, invités 4 jours dans une jolie maison à Saint-Briac, dont je pourrais donner l'adresse à celles qui me contactent. Il y avait un feu de bois, Marion nous a fait un petit feu, on s'est servi des verres de vin rouge, il y avait des plaids. Et on s'est posé, 4 heures par jour pour écrire et on voulait décrire les moments de bascule. On voulait décrire ces moments où la maternité nous avait bouleversés, dans le positif comme dans le plus douloureux et du coup, on s'est forcés à se remémorer tous ces moments-là et on était devenues mamans toutes les 2 depuis au moins 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire Marion 7 ans et en fait, on s'est surprises toutes les 2 au coin du feu à pleurer en écrivant et on se disait: «C'est génial, c'est hyper intense». C'était une forme de catharsis de se remettre dans ces émotions-là et au-delà du moment qu'on a partagé, on s'en souvient encore d'avoir pleuré, au coin du feu, bah, ça nous a fait, faire un petit bilan sur ce qu'on avait vécu et réaliser des choses sur, des moments qu'on avait bien ou mal vécus et on a compris des choses, plusieurs années après en écrivant ce livre et c'était un moment très fort. C'est beau, je trouve, je vous rejoins totalement par ailleurs sur le fait que quand on écrit, je parle que de mon expérience personnelle, hein, Mmh. mais quand on écrit, moi je suis à mon deuxième, et c'est vrai que ce soit pour Tu vas être papa, donc destiné là-dessus, qui m'a amené à réfléchir, vachement sur comment est-ce que moi aussi j'avais vécu ma paternité, ce que j'aurais voulu et tout. Ou même pour la BD qui est sortie en juin, Papa Sapiens, tu vois? Sur l'histoire des paternités et tout. Tu sais que ça il y a même eu des moments, tu vois, où j'ai dû arrêter l'écriture Mmh. parce que ça vient remuer des choses quand même aussi, tu vois? Ça Ouais, vient questionner des choses, il y a des ça peut soulever des choses très intenses, complètement. et je note clairement, l'idée de la retraite d'écriture parce que, c'est un truc que je me suis forcé à faire au dernier moment en étant avec 9 mois de retard sur 2 manuscrits sur la BD, et en me disant que c'était un truc, voilà, pour les vrais écrivains, Bah, non. et en fait, c'est un truc qui je pense qu'il faut faire parce Mmh. que ça nous déconnecte du quotidien. Nous, on croit beaucoup pour les mères à ce pouvoir un peu de l'écriture pour revivre et faire une sorte de bilan de sa maternité ou de coucher sur le papier tout ce qu'on vit pendant ces périodes-là de grossesse, de postpartum et c'est pour ça qu'on a créé des ateliers d'écriture qui sont ouverts aux membres de notre programme My Love, mais aussi à toutes nos lectrices et c'est des moments où, en général, il y a des larmes qui coulent. C'est hyper salvateur.
Mais tellement, moi, ce avec quoi je peux illustrer ça, c'est avec ce que je fais sur mon cette 2e grossesse et ce 2e postpartum. C'est que, je me suis fait un journal de papa, mais en audio, Mmh mh. fatalement, hein. Mmh. Et vraiment, alors même si j'ai fait le choix de le diffuser, je pense que c'est un truc que j'aurais fait même de manière, juste pour moi, tu vois? Parce que ça permet de garder trace aussi, des émotions. Et tu vois? J'ai fait ça, en fait, vraiment comme des vocaux que je peux Pour faire à tes mes enfants? amis, ou enfin, vraiment, c'est juste moi qui dis ce que je ressens, tu vois? OK. Sur des moments, qui racontent bien sûr ce qui se passe, mais vraiment comme des vocaux pour des amis. Par ailleurs, certains épisodes sont, des vrais vocaux que j'ai juste extraits de WhatsApp, Mmh mh. et ça fait du bien à réécouter un peu après, longtemps après, un peu moins après, et je trouve ça intéressant de garder une trace de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a Mmh. ressenti à l'instant T. Aussi, tu vois, pour, se rendre compte que quand on écoute ne serait-ce que 3 semaines après, parce que dans le postpartum, tout va très vite, on se dit: «Ah ouais, mais j'étais vraiment dans cet état-là? Ah mais ça va, Parce ça qu'après passe». on oublie. Et oui, tu vois? Enfin, on oublie très vite, quoi. C'est vrai. Mais je pense qu'en effet, le travail d'écriture à différents endroits, sur différents sujets, c'est vraiment important, Mmh. et c'est bien de mettre en place des ateliers comme ça, je trouve, Ouais, pour aider, accompagner les mères à extérioriser ces émotions peut-être qui sont pas toujours autorisées, non? exactement et puis souvent, nous, on a essayé de mettre en place des groupes de parole et il y avait peu de connexion. Par contre, les ateliers, elles viennent parce qu'il y a un support. Oui. Donc c'est un peu, un groupe de parole déguisé. Une fois Mmh. qu'on a dépassé le frein de «je ne sais pas écrire», on n'est pas là pour être des romanciers, on est là pour, se libérer avec l'écriture. C'est vraiment un instrument thérapeutique. Il y a un vrai truc qui se passe. Nous, on leur propose des exercices d'écriture automatique et elles sortent des choses et parfois elles sont surprises de ce qu'elles sortent. C'est très intéressant. Ça, c'est hyper bien ça. Mmh. Les trucs d'écriture automatique, c'est tellement surprenant. Ouais. Dans le livre, hein, vous parlez, toutes les 2, des petites peurs et des angoisses cachées. Quelle est l'une des plus grandes craintes que les mères hésitent à exprimer? Peut-être aussi à travers des ateliers d'écriture? Et comment peut-on encourager une plus grande ouverture à ce sujet? Ah, il y en a beaucoup, alors j'ai du mal à choisir, mais je pense que celle qui est la plus partagée, c'est la peur de pas être une bonne mère. Mmh. Ça commence dès la grossesse avec, ce qu'on appelle la responsabilité maternelle. Ça nous tombe dessus et on se rend compte à quel point c'est énorme ce qu'on porte, la responsabilité d'un autre que soi, du bien-être et de la survie d'un autre que soi et c'est la peur de pas être à la hauteur. Alors qu'évidemment, on sera à la hauteur puisque de toute façon, on est sa mère, donc on sera la meilleure pour faire ça, mais la peur de pas être la mère qu'on aimerait être, je pense que ça habite tout le monde. Il y a une autre peur qui est quand même là souvent, c'est, je dirais, la peur d'avant, la peur de pas réussir à faire cet enfant et c'est partagé encore par plein de femmes qui Mmh arrivent pas mh. à tomber enceinte et que ça dure 1 mois, 3 mois ou 6 mois, on a cette peur de pas pouvoir y arriver et je trouve ça bien qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de vie de femme sans enfant parce qu'on n'en est pas moins femme et c'est aussi un sujet qui est pas assez abordé ce deuil que parfois des femmes doivent faire d'avoir un enfant et la peur qu'on a quand on essaye de concevoir un enfant et qu'on porte quand même sur nous alors que les diagnostics d'infertilité montrent bien que, bien souvent, les causes sont partagées entre un conjoint, entre, une femme et un homme, si on envisage le bébé, dans un couple hétérosexuel, mais la peur de pas réussir à faire un enfant, elle est vraiment là et elle peut arriver très tôt dans une vie de femme. Hyper intéressant ça. Mmh. Je crois que nous, les mecs, on se pose moins cette question-là. Je peux rajouter une peur aussi, Vas-y. la peur d'arrêter de faire des enfants. OK. À quoi on sert quand on fait plus d'enfants? Il y a quand même ça, moi j'ai 41 ans et je sais que je pense que je n'aurai plus d'enfants clairement. Bah, il y a quand même un deuil aussi à faire aussi de ce corps qui sait faire des enfants et qui va maintenant devoir, s'accomplir autrement. Il y a quand même une forme d'idée d'accomplissement qui est en nous de: «Ah, je suis une femme, je peux faire des enfants, je suis dans un projet de vie de faire des enfants». Après, on se retrouve avec un projet de vie qui n'est plus le même et on doit quand même repenser un peu la façon dont on voit la suite de sa vie. En tout cas, pour les femmes, c'est ce qu'on se partage beaucoup. Écoute, au moment où on enregistre cet épisode, au mois de mai, ma compagne, on n'a pas prévu de faire d'autres enfants, sauf, cas exceptionnel, et que moi, en plus, je prévois de faire une vasectomie. Tu vois, par exemple, elle m'a demandé, parce qu'elle peut pas me l'imposer, c'est mon corps, mais elle m'a Mmh. demandé si je pouvais un peu décaler la vasectomie parce qu'elle était en plein dans ce deuil de cette dernière grossesse, ce dernier Ouais. accouchement, ce dernier postpartum, et que, c'était un peu abrupt que je Mmh. fasse cette démarche maintenant pour elle. Non pas qu'elle veut pas que je la fasse, mais juste que voilà, c'est de la relation entre elle et moi, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit: «Je dois faire le deuil de ce statut-là que j'aurais Mmh. plus, en fait». C'est très dur de tourner la page. Il y a un chapitre, Ça a l'air, hein. là-dessus dans le Oui, livre tout à sur, fait.
Le deuil du dernier enfant, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et si je le fais, est-ce que c'est pour les bonnes raisons? On se pose toujours la question de l'enfant de plus. Il y a autant de raisons, de le faire que de ne pas le Que de faire pas le faire, bien sûr. et c'est très intéressant et on a interrogé une psychologue, infirmière, puéricultrice qui parle de ce deuil et de le mot deuil est pas très approprié, je trouve, mais c'est tourner une page quand même et moi je trouve ça très, très dur. Faut accepter, faut comprendre, faut Mmh. et comment on fait pour, quand on une fois qu'on a toutes ces peurs, qu'est-ce qu'on en fait avec? Et comment est-ce qu'on peut encourager les femmes, les mères peut-être à en parler plus, tu vois? Pour qu'il y ait une plus grande ouverture là-dessus? Je pense que la plupart des peurs je parlais de la responsabilité maternelle, pour moi, le poids que portent les femmes sur tous ces sujets, il serait plus léger si elles sentaient qu'il était partagé avec leur conjoint. Donc là, je parle toujours d'hétérosexualité, mais je trouve qu'il y a encore trop de poids sur les femmes à Sûr. tous les moments de la maternité. Même quand les enfants grandissent, on se retrouve à faire les devoirs, à porter, cette culpabilité parce que l'enfant ne réussit pas à l'école ou parce que, comme on adore son boulot, on n'a pas le temps d'aller voir la maîtresse ou de faire, un peu de soutien. Ma fille, a des difficultés en mathématiques et je suis en train de me dire: «Mais comment je vais faire, en fait?» Et je suis toujours étonnée que les hommes se posent moins ces questions-là et sont plutôt en train de dire: «Au fait, tu l'as fait travailler sur ses mathématiques?» C'est pas tous les hommes, mais il y a quand même Ah mais une responsabilité qui porte sur les femmes et du coup, les peurs, la responsabilité et la culpabilité reposent sur elles parce qu'elles sentent que ah mais c'est quand même encore plutôt du 60-70-80 sur elles i et c'est ici rarement du ici, 50-50. dans ce podcast, il y a aucun problème pour dire que c'est le cas de la majorité de la population, si tu veux. Mmh. Il y a Même pas si ça de évolue, Ouais, mais ça reste mais à on la n'est pas marge. arrivé, Ça on reste à n'est la pas marge, faut arrivé. pas se mentir, tu vois? Les Ouais, chiffres, ils sont là, hein. ouais. Les chiffres, ils sont là, 72 à 80 Mmh. des tâches domestiques et familiales sont, encore assurées par les femmes. Ça empire, à partir de 3 enfants. Et C'est on aurait moins peur et moins d'angoisse si on sentait vraiment Bien que sûr. qu'on était tout le temps 2, à chaque étape et pour tout. Et en même temps, puisqu'on ouvre cette parenthèse, et en même temps, très certainement aussi qu'il y aurait plus d'hommes et de pères engagés sur ces sujets, si socialement et politiquement, il y avait un vrai congé paternité. Il y avait Évidemment. une préparation à la naissance, et en tout cas au devenir parent aussi Mmh. pour les pères. Tu vois, la ville de Montreuil, par exemple, prévoit, 3 rendez-vous gratuits de préparation à la naissance, à la parentalité pour les pères, Super. dont un rendez-vous avec une psychologue. Génial. Et on commence à évoluer un peu sur le congé paternité, mais il faut qu'on aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mmh. Donc ouais, mais en effet, pour l'instant en tout cas, le résultat c'est que on dépose tranquillement sur le dos des femmes et des Mmh. mamans le poids Ouais. de la responsabilité du devenir des enfants quoi, globalement. Oui. À la rigueur peut-être sur les sujets disciplinaires, on va plus regarder le père, Oui, même si non, j'en mais passe pas moins sur la évidemment, discipline, il y a mais plein de choses qui sont mais il y a toujours un peu plus chez la ah mère. non On mais c'est sûr, regarde différemment. Quand les bien pères sûr. font quelque chose, on les admire. Le On date n'admire dressing, jamais une mère qui va au parc avec ses ah enfants et non, qui leur donne le goûter. Par non, la contre, mère on la juge, la mère, on la juge. la mère on la juge. Donc il y a encore beaucoup de ça, mais y compris chez les femmes et là, moi, je m'inscris pas du tout, contre les hommes. C'est que les femmes aussi, on a intériorisé tout ça. On est C'est aussi sûr. coupable du de ce rôle qu'on endosse, sans s'en rendre compte à la première grossesse de: «Ah bah, là, je vais enfin pouvoir jouer ce rôle-là, je vais le faire super bien et tout» et après on se rend compte qu'on s'est tiré une balle dans le pied en voulant tout faire. On s'en rend compte trop tard. C'est Et c'est oui, un peu des warnings qu'on a essayé de mettre dans ce livre aussi. oui c'est vrai, c'est vrai. C'est plein de warnings. Tu parles de la transformation personnelle, hein, que la maternité induit, dans le livre et dans les podcasts. Est-ce que tu peux décrire un moment où tu as ressenti cette transformation de manière, particulièrement marquante, ou surprenante? Et j'ai envie de dire, ça a été quand j'ai fait des espèces de cauchemars. Je crois que c'était juste avant ou juste après la naissance de mon premier enfant. Je rêvais toutes les nuits, soit que mon bébé tombait par la fenêtre, soit que quelqu'un entrait dans mon appartement, prenait mon bébé et le jetait par la fenêtre, j'habitais au 6e étage. Soit je voyais ce que je pourrais faire sur cet enfant qui était complètement impuissant. 4 ans plus tard, en préparant ce livre et en préparant le programme My Louvre, j'ai parlé avec, je ne sais plus son nom, avec une psychanalyste qui est une des seules à analyser cette transformation maternelle. Et j'ai découvert le mot phobie d'impulsion et j'ai découvert que toutes les mères enceintes ou en postpartum pouvaient avoir ce genre d'image complètement, déstabilisante de l'impuissance et de la vulnérabilité de l'être dont elles avaient la responsabilité et ça m'a rassurée parce que je me demandais pourquoi j'avais eu ces images et en fait, presque toutes les femmes ont à un moment ces espèces de scénarios, un peu terrifiants et c'est encore une fois un symptôme de la responsabilité maternelle, de cette espèce de choses qui nous tombent dessus
et donc c'est ce que moi j'ai vu se transformer en moi, c'est cet élargissement de moi-même, cet agrandissement. Je trouve qu'on ne pense plus à soi et notre vie, vaut moins pour nous-mêmes que pour ce qu'on porte comme responsabilité d'être là pour nos enfants. Et pour moi, c'est immense. On a l'impression de, voilà, de s'agrandir. On pense toujours à nos enfants avant nous-mêmes et ça change toute notre façon de vivre. On peut être la plus égocentrée et la plus névrosée, avant d'être maman. On aura un altruisme, une générosité et un don de soi qui va au-delà de ce qu'on pouvait prétendre, de ce qu'on pouvait imaginer de soi, je trouve. La mère sacrificielle, OK, c'est un concept et un stéréotype que j'aime pas, mais c'est vrai. On se voit passer sous le bus à la place de notre enfant. S'il faut donner un rein, un bras, une jambe, on le fait et ça, j'ai l'impression qu'on l'a quand même, je crois, tout en nous. On ne pourrait pas. On trouvera toujours des exceptions, On bien sûr, trouvera tu toujours vois? une Mais exception, mais ce sentiment que ouais. que le monde dépend de cet enfant et que cet enfant dépend à 100 de nous, je trouve ça vertigineux, merveilleux et vertigineux. C'est ça que ça a changé en moi. Ouais, ça je sens une petite ambivalence, tu vois, Mmh. dans le Toujours. sentiment et ça me rappelle cette ambivalence que dans le livre, la grossesse, elle est décrite comme un moment, de grande solitude, mais aussi de grande connexion. Comment on navigue du coup, pareil, dans cette ambivalence, dans ces 2 sentiments opposés et pour en tirer quelque chose une force, quelque chose de bien? Alors effectivement, on navigue, on doit rester le capitaine. Il y a déjà comment dire? Cette décharge hormonale qui arrive dès le premier mois de la grossesse, donc on est vite mis à température, j'ai envie de dire, parce que ça monte, ça descend et en fait, je pense que la force qu'on en tire, c'est que tout ça, ça nous prépare. C'est un aperçu de ce que vont être nos années de parentalité et c'est peut-être, l'avantage qu'on a sur, l'homme qui partage cette aventure. C'est que nous, avec ces soubresauts, ces changements, on comprend déjà que notre vie, elle va changer et qu'on va devoir s'adapter tout le temps. Que nous, on change au fil de la grossesse, que parfois c'est super, que parfois c'est hyper dur, que parfois on se sent bien et que parfois c'est hyper compliqué à gérer et je pense que c'est pour nous donner un avant-goût de ce qui nous attend et que quand arrive l'enfant, on a quand même déjà un petit peu de résilience, sur ce que c'est que d'en finir avec une vie où on n'a que soi à se préoccuper, en fait. C'est qu'on ne maîtrise plus notre corps pendant la grossesse, on maîtrise plus notre humeur, on maîtrise plus notre poids, nos hormones et quand un enfant s'ajoute à notre vie, on maîtrise plus son emploi du temps, on doit s'adapter. Donc c'est ça la force, je crois. La résilience, quoi. L'adaptabilité, l'agilité. Ça plairait beaucoup aux gens sur LinkedIn et Exactement. quel cliché sur la maternité tu as le plus cherché à déconstruire dans le livre, et pourquoi est-ce que tu penses que, malgré tout, il persiste encore dans la société? Bah, c'est un paradoxe, c'est que c'est un cliché qu'on contribue peut-être malgré nous à entretenir, c'est un peu le mythe de l'instinct maternel et de la maman bien préparée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu. Il y a des applis, il y a nos podcasts qui sont géniaux, hein, j'adore ce qu'on fait, j'adore ce que tu fais. Il y a notre livre, il y a tes livres, les papas, les mamans. On a l'air d'être tellement informés et tellement aware et connectés à tout, qu'on pourrait avoir l'impression d'arriver à la maternité, complètement préparé. Mais en fait non, on l'est jamais et c'est ce qu'on dit dans l'introduction de ce livre, c'est qu'on a beau, s'être préparé comme une bonne élève, comme moi j'ai fait. La première fois, ça s'est super bien passé, bah, mon deuxième, j'avais aucun code, j'avais l'impression d'être la mère la plus nulle du monde. Même mon mari s'est demandé: «Mais, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu sais pas faire? Pourquoi il dort pas? Pourquoi il pleure?» Et en fait, non, on n'est Ah, jamais c'est intéressant préparé. ça et lui, il savait pas faire? Il comptait sur moi et je lui ai dit: «Mais tu OK! sais, je pense que tu sais beaucoup mieux faire que moi parce que toi, là, tu vas être dans l'instinct et que moi, je j'ai plus les codes, je suis fatiguée» et à ce moment-là, je crois qu'en plus, en fait, j'étais pas bien et Bien mon sûr. bébé l'a senti. Pour le coup, je connectais pas, il connectait pas, mais ça, je l'ai réalisé 2 ans après. J'ai compris ce qui s'était c'est là où j'ai pleuré en écrivant. J'ai réalisé qu'on pouvait avoir l'impression d'être faite pour ça, d'être une super maman comme ça s'est passé pour mon premier enfant avec qui tout s'est bien passé et j'ai appliqué toutes les règles des Louves, tous les conseils de Marion qui avait été maman avant moi, mon associée. Pour mon fils, j'ai eu l'impression de faire à peu près la même chose, mais tout a été, Comme quoi. détraqué dès le début et il a fallu s'adapter et un jour on a connecté, on s'est regardé dans les yeux. Donc ce livre, c'est quand même, démonter le cliché de: «Tu vas être prête si tu lis ce livre». Non, tu vas avoir plein d'informations, plein de clés, plein de témoignages qui vont faire que tu vas être moins désemparée quand ça va te tomber dessus. Mais ton enfant, il est unique, toi, tu es unique et on n'est pas la même personne d'un enfant à l'autre. Tu vois, toi, tu as 6 ans d'écart entre tes enfants, tu es pas le même homme, ta femme, c'est pas la même Mmh femme. mh. On évolue tous, c'est la vie. Donc ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit que la vie, ça change tout le temps, c'est Héraclite, on se baigne jamais dans le même fleuve.
Donc faut pas croire qu'on est prêt. C'est du mouvement, quoi. Exactement. Comment est-ce que les réseaux sociaux ont influencé, la perception de la maternité et celle des femmes que vous de la tienne et celle des femmes que tu as interviewées? Est-ce que ça a été une source d'aide ou une source de pression? Les 2 bien sûr. Les 2 bien sûr, les réseaux sociaux, c'est à la fois merveilleux parce qu'on en parlait un petit peu, il y a quelques secondes, mais on a permis de libérer la parole sur, le vécu de l'accouchement, le vécu du postpartum, le vécu d'une fausse couche, le vécu d'un deuil périnatal. Tout ça, c'est des choses qui étaient complètement tues, même, dans le cercle intrafamilial, on ne parlait même pas de ça avec ses parents, avec ses grands-parents. Nos mères et nos grands-mères ont gardé ça pour elles et je les entends me dire: «Waouh, tout ce que vous avez vous pour partager, pour voir que ça arrive à d'autres». Donc je pense que les réseaux sociaux sont vraiment un outil pour faire écho à tout ça, plus MeToo aujourd'hui qui participe aussi de la libération de plein de sujets autour de la maternité et de la façon dont on a envie d'élever nos enfants. En revanche, évidemment, ça colle une pression supplémentaire parce qu'on voit ce que les autres font, parce que ça peut être un miroir complètement déformant et déformé, parce qu'on se met la pression, parce qu'il y a l'image et que, parfois, je trouve que si on est suffisamment entouré dans la vraie vie, j'aurais plutôt tendance à conseiller de se déconnecter un peu, moi. En revanche, si on est plutôt seul et qu'on n'a pas d'amis ou de sœurs à qui poser des questions ou à qui se référer, allons-y, mais attention aux sources. Les réseaux sociaux, il y a peu d'hiérarchie, il y a pas de modération vraiment. Les gens qui s'expriment sont parfois des personnes qui ont eu des problèmes. Donc je sais que même nous, sur les Louves, il nous est arrivé de faire fausse route parce qu'on prenait les témoignages qui arrivaient et c'était des témoignages douloureux. Mais il y a aussi, beaucoup de bonheur et les gens qui sont très heureux parfois ne s'expriment pas. Oui. Il y a beaucoup d'anxiété qui est créée, il y a donc attention à ce qu'on lit et peut-être, là je prêche pour ma paroisse, mais c'est le travail aussi des journalistes et des créateurs de contenu qui sont formés et qui ont une éthique, de faire attention au sujet dont ils parlent et d'en parler correctement et de pas prêcher pour, toujours pour l'accouchement sans péridurale, pour on met la pression aux femmes sur tous ces sujets-là et non, nous on veut qu'elles fassent leur choix et qu'elles aient une information juste, éclairée et experte. Moi, ce que je me permettrais juste peut-être d'ajouter, c'est de dire qu'il y a toujours ce sujet d'ambivalence, dans tous les cas. Je parlais avec une amie, Audrey Njavé, hein, je peux la citer, qui a aussi sorti un livre sur la maternité. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a eu ce côté, mais qui existait avant les réseaux sociaux, de la maternité, c'est merveilleux, Mmh, c'est l'épanouissement de la femme, c'est le but ultime de la vie, féminine et cetera, et on a le droit de se reconnaître là-dedans. Il y a eu ce sujet qui a été porté sur la réalité du postpartum et qui continue d'être porté. mmh, Et peut-être qu'en effet, il y a aussi une vague de, la maternité, la parentalité, c'est un moment de souffrance. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que dans une majorité des cas, parce que bien sûr, encore une fois, il y aura des contre-exemples à la marge, c'est surtout un moment d'ambivalence, quoi. mmh. Moi, je trouve que la parentalité, en général, tu vas me dire ou pas pour la maternité, mais avec tout le recul des témoignages que tu as, c'est que c'est un moment où tu peux te sentir extrêmement compétent, compétente, mais vraiment avec une estime de toi, une confiance en toi, qui crève le plafond et une minute après te sentir la dernière des merdes. Mmh. C'est là que ça rejoint un peu cette crise identitaire que ça peut provoquer parce que Bien sûr. c'est une aliénation, c'est un décentrement de soi obligatoire. On est obligé d'être tout le temps dans l'écoute, dans l'émotion, mais aussi dans la logistique, dans la pratique. On est obligé de toujours se décentrer et après pour se retrouver, ça peut être compliqué, je trouve. Je trouve qu'il y a vraiment des années et des périodes d'ajustement qui peuvent être douloureuses, mais je pense que 99 des personnes qui nous écoutent et qui sont parents, sont évidemment, transportés par, le fait d'être parents et émerveillés par ce qu'on vit quand on voit nos enfants grandir et plus ils grandissent, plus c'est génial, je trouve et compliqué, mais cet ajustement, il est fatigant et je trouve qu'il y a un vrai enjeu aussi sur, l'énergie d'être parent et l'énergie d'être, ce qu'on est à côté, d'être un ami, un couple, d'être, un entrepreneur, il y a un moment, est-ce qu'on a de l'énergie pour tous les pans de sa vie? Quand on investit autant la parentalité que notre génération, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est pour ça que notre Ouais. génération fait des burn-out. C'est qu'on veut tout investir. Bah, c'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu soulignes, c'est que moi, la question que je me pose, c'est, enfin, c'est quoi être parent, mais dans la société d'aujourd'hui aussi, tu Mmh, vois? Avec la consommation que ça demande. La société, elle a évolué, aujourd'hui, il faut être,
le travailleur, la travailleuse parfait, performant et cetera, performante et cetera. Mmh. Il faut être, la femme, alors je vais me permettre de parler des mères, la femme, qui va être, et travailler et s'occuper parfaitement de ses enfants et être apprêtée à faire son sport aussi bien sûr, sans oublier de faire son petit potager pour, ses petits repas bio pour les Et enfants. de changer des couches, Voilà, lavables. de changer les couches lavables, de laver bien sûr ses couches lavables, hein, Mmh. parce que monsieur pourrait le faire, mais bon, on va pas trop lui dire et c'est vrai que tout ça, ça vient aussi en même temps dans une société où au niveau de l'enfance, on n'a jamais autant surprotégé les enfants Mmh. en leur empêchant de vivre leur vie. Dans mon épisode avec Peter Gray, il y a cette statistique qui est juste hallucinante, où on rappelle que dans les années 80-90, pour un enfant de alors je crois que c'est un enfant de 10 ans, sur le périmètre d'autonomie de déplacement était Mmh. entre 7 et 8 kilomètres. Maintenant, c'est 700 mètres. Ça veut aussi dire qu'on ne tu Ça fait vois? peur, ouais. Oui, mais ça veut dire aussi dire qu'on se rajoute de la charge Mmh. sur nous. Bien On sûr, laisse on plus les les enfants surveille en partir, permanence, oui. tu vois? Donc c'est toute cette société qui vient rajouter cette pression et en plus, comme tu le soulignais très justement, comme toute cette pression, elle est principalement sur les mères, c'est pas non plus pour rien que ce sont les darons qui font des burn-out parentaux, quoi. Mmh. Enfin, je dis pas qu'il y en a pas chez les pères. Il y a des études Il en y plus en en a cours. évidemment. Il y a des études en cours sur le sujet à Mmh. l'université de Louvain, au moment où on enregistre. Mais comme pour la dépression du postpartum, le sujet, il est en premier chez les mères. Donc ouais, gros sujet, quoi. Gros sujet. Dans votre livre, vous écrivez que l'essentiel de la maternité ne se raconte pas facilement. Comment, alors est-ce qu'on peut préparer émotionnellement les futures mères à ce bouleversement, tu vois? Si c'est pas facile à raconter. C'est pas facile à raconter. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de développer des récits pour aller capter dans les interstices du quotidien ce qui peut se passer, de trouver un peu les rouages où on peut poser des warnings. Sur le couple, on insiste là-dessus sur, parler, communiquer et parler de ce qu'on vit pendant la grossesse dès le début. C'est pas forcément impliquer les pères, leur dire de venir, mais c'est trouver une façon de déjà partager et de pas porter toute seule, ça. Ça se raconte pas et comme je disais tout à l'heure, ça se prépare pas vraiment. On va préparer plein de choses, mais on peut pas se préparer à l'imprévu. On peut pas se préparer aux imprévus de l'accouchement, comme on peut pas se préparer à l'enfant qui va naître. Et c'est pas de notre faute s'il va naître avec, une envie de pas dormir, pendant 6 mois, on ne pourra pas faire autrement. En revanche, on peut s'informer, on peut préparer son petit village, on peut poser les bases, de ce qui va nous aider après. Donc moi je trouve que plus on répète qu'il faut penser qu'on va devoir se faire aider, après, parce qu'il faut pas hésiter. J'entendais une maman qui disait que tous ses copains leur ont offert des heures de babysitting. Genre: «Bah, moi, je vais te prendre ton bébé 2 heures un week-end. C'est valable pendant 1 an, ou je te le prends, tout un week-end». Se faire des cadeaux et prévoir un peu de se faire aider, de lâcher, d'accepter de pas y arriver tout le temps, d'accepter de dire qu'on est fatigué. Je pense que tout ça va dans la bonne direction pour que ça se passe mieux et qu'on se raconte les choses finalement, qu'on ose se raconter ces petites choses où bon là ça va cafouiller mais on va s'en remettre. C'est ça qu'on raconte aussi. Il y a une grande discussion de Marion et son mari qui font le bilan 2 ans après de tout ce qu'ils ont mal fait et de tous les endroits où ils se sont loupés et qui ont rectifié le tir en fait. Et ils ont commencé une nouvelle vie de parents quand ils ont compris et là je pense on peut gagner un peu de temps en lisant ce chapitre-là. Je pense aussi, mais ne pas oublier non plus de prendre le temps de regarder aussi ce qu'on a bien fait, Exactement, c'est vrai, tu vois? c'est vrai. C'est, Dwight Eisenhower, hein, qui disait, c'est un truc de sportif que je te dis là, mais les grandes défaites se perdent le soir des grandes victoires. Parce qu'en fait, généralement, le soir des grandes victoires, on n'analyse pas pourquoi on a gagné. Mmh. Et ça, c'est un truc que, du coup, qui a été vachement récupéré dans le milieu sportif et aussi dans le management, parfois en entreprise. C'est que quand on réussit, juste, on a le droit de célébrer, il y a pas de problème. Mais prenons le temps de regarder qu'est-ce qui fait qu'on a réussi? Qu'est-ce qui fait Pourquoi qu'on a ça été marche? meilleur? Dans le milieu du handball dans lequel j'étais, ben, on regardait les matchs qu'on avait gagnés, en fait. L'équipe de France regarde ses Mmh. matchs, même quand elle gagne sa finale de coupe du monde, elle va regarder le match pour analyser à quel moment, ils ont tenu, Mmh. qu'est-ce qui a fait qu'ils ont gagné. Je pense que c'est important aussi de prendre ce Ouais. temps-là. On a le droit de regarder ce qui va pas, hein, bien sûr, c'est instructif, mais on peut aussi regarder ce qu'on a fait de bien pour pouvoir le reproduire potentiellement, Clairement et c'est tu vrai vois? que c'est un réflexe qu'on n'a pas. C'est très français de pas l'avoir. Mmh. C'est très français de pas l'avoir. Tu Alors remarqueras qu'on que la fait plein de choses bien 90 du temps, nos alors enfants qu'on vont bien, ils sourient, ils exactement, vont se coucher à la bonne heure et exactement. ça va très bien, mais on a quand ça va mal, on a l'impression qu'on a tout raté. Alors que tout va bien, ils ont Alors à que non, manger, ils ont à boire, ils ont un toit, ils vont à l'école, ils sont aimés. ils sont aimés, ils ont Et le sourire. ils ont le sourire, la C'est quand plupart même du la temps. base. Donc voilà, il y a tout ce côté-là. Ce que je retiens moi beaucoup de ce que tu de l'essentiel de ce que tu as dit, c'est le côté qu'en fait, on peut pas spécialement se préparer nous,
mais on peut préparer peut-être ce qui sera autour de nous. Et ça, vraiment, c'est le point essentiel, cette notion de soutien. En parler avant avec les grands-parents, les amis, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin vraiment Mmh. à ce moment-là. Alors, c'est plus compliqué de réussir à faire ça quand on devient primipare, comme on dit, Oui, c'est vrai. puisqu'on n'a pas vécu une première fois. Mais c'est là où justement le partage des vécus peut vraiment être Mmh. intéressant, en mode, vraiment, si tes amis viennent, ils viennent avec deux trois plats congelés, quoi. Tu vois? Exactement. Rien que ça, Mmh. Ou frais. ou frais s'ils veulent, bien sûr, ou frais, bien entendu. Mais voilà, enfin, avec à manger, un truc qui va te faire Mmh. gagner du temps, où ils peuvent venir t'étendre une lessive ou quoi, tu vois? Il y a pas de Mmh. c'est du soutien, c'est pas de l'aide. Parce qu'en Exactement. France, tu sais, on a vraiment tendance à laisser entendre que quand on est aidé, c'est parce qu'on n'est pas compétent ou pas Mmh. compétente, alors que le soutien, c'est juste qu'on a un problème de moyens Exactement et c'est juste du lien, en fait, c'est le et ça lien crée du qu'on lien en plus qu'on entretient. et ça facilite les relations Mmh. derrière. J'ajoute quelque chose sur, le fait qu'en effet, on ne peut pas se préparer comme un bon élève. En revanche, on peut préparer sa disponibilité en allant bien. Nous, le seul discours qu'on a avec les femmes enceintes qui lisent Les Louves ou qui nous écoutent ou qui lisent ce livre, c'est: «Prenez soin de vous parce que au plus vous êtes bien avec vous-même quand vous allez accueillir votre bébé, au plus vous aurez de disponibilité pour l'observer Bien sûr. et le regarder dans les yeux, c'est tout ce qu'il vous demande». Et quand on n'est pas disponible, quand on a vécu une grossesse difficile, quand on a été en lutte et quand on n'a pas réglé ça avec soi-même ou qu'on n'a pas pris le temps, là, on peut souffrir, en fait, parce on n'est pas dispo et quand même, un bébé, ça demande de la dispo d'âme, tout simplement. Donc prendre soin de soi, oui, ça, il faut le faire. Ça nous prépare à accueillir l'invraisemblable de l'enfant. Oui, puis en plus, nos enfants ont besoin de parents qui vont bien. Alors, Exactement. de parents qui vont au mieux, parce qu'il y a des personnes, il y a des sujets de santé mentale, mais voilà, des personnes qui vont Au mieux globalement bien, possible. au mieux possible. Alors, fondatrice, de Les Louves, plus de 10 ans là maintenant, Ça tu fera disais? 10 ans en Ça 2025 fera 10 ans en exactement. 2025. Comment est-ce que tu as vu évoluer le discours public et médiatique sur la maternité depuis, depuis le début? Et quels changements t'ont le plus, surpris et le plus réjoui? C'est assez drôle parce qu'en 2014, quand on a commencé à réfléchir au projet des Louves, c'était un sujet qui était encore un peu à la marge, plutôt rabat-joie. Les mamans, on leur parlait, soit dans des magazines, un peu moches avec des tétines, soit sur des sites parentaux, pareil, bleu rose, mais on avait l'impression que c'était plus des sites pour les bébés que pour les mamans, parce qu'il y avait des tétines, un langage un peu enfantin. Nous, notre projet, c'était de leur parler justement comme à des femmes qu'elles étaient Mmh. et qu'elles restaient. Et puis au fil de l'eau, 2015, 2016, 2017, c'est devenu un sujet plus glamour, lifestyle. On surfait sur cette vague-là aussi. Ça devenait vraiment sympa d'être une maman. On commençait à avoir des concepts kids friendly, des poussettes, sympas, il y avait beaucoup de marketing et puis là, depuis quelques années, c'est devenu, un sujet, sociétal et politique. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais ça a beaucoup évolué d'un sujet dont on parlait très peu. On est passé à un sujet qui est sous les projecteurs, donc super, grâce aussi aux réseaux sociaux et à cette connexion globale, qui fait qu'on est surinformé. C'est un peu le même pendant que les réseaux sociaux, c'est que ça a créé des injonctions et une pression supplémentaire. Ça a créé une grande connexion entre les mamans. On se comprend davantage, on partage davantage et peut-être qu'on se juge moins les unes les autres, donc il y a une ouverture de ce côté-là. Il y a des inquiétudes aussi sur des combats qu'on croyait gagnés, quand on voit des discours anti-IVG qui recommencent à être entendus, à être audibles dans certains médias, ça peut faire peur et on peut se réjouir aussi du coup qu'en France, l'IVG ait été, inscrit dans la le droit à l'IVG soit inscrit dans la Constitution. Donc il y a à la fois de la réjouissance parce qu'on parle, il y a encore plein de choses à dire, mais il y a aussi le danger parce que cette ouverture du discours, bah, ça ouvre tous les discours. Tout le monde s'exprime et il y a pas toujours de hiérarchie et il y a certains pays où se faire avorter, c'est encore compliqué et des voisins où on passe, plutôt devant des référents, de l'église pour justifier son avortement avant de pouvoir avoir un médicament, plutôt qu'un planning familial donc je pense qu'en France, on a encore de la chance mais il faut veiller au grain. Ça pourrait tourner rapidement. Si je comprends bien, ce que tu as vu évoluer, c'est justement que, ce sujet de la maternité, en fait, au final, c'est surtout que c'est devenu un sujet qui était déjà politique, hein, mais c'est juste qu'on a appris à politiser ces Mmh, sujets-là et du coup, en devenant sujet politique, c'est aussi devenu un sujet, à attaquer, mine de rien. exactement, parce qu'on l'expose. Et oui, On a quand même entendu le terme de réarmement démographique, c'est pas rien. Quoi qu'on en pense, ben, encore une fois, on fait quand même peser une pression sur les femmes, oui, sur le corps des femmes, en sur le plus. corps des femmes. Il y a
des choses à prendre et des choses à laisser et il y a toujours de la nuance à avoir et nos médias et nos réseaux sociaux n'aident pas toujours à la nuance, c'est ce que je reproche un peu. C'est comme s'il fallait toujours qu'on ait toujours un avis, toujours quelque chose à dire. Parfois, il y a rien à dire. Taisez-vous. Mmh. Parfois, il y a juste une pa parfois, il y a juste à écouter. Oui Heu, et des nuances à ouais. apporter et un jugement à réserver, se poser des questions. Moi, je suis abasourdie devant les gens qui arrivent à lancer une vidéo ou à parler comme ça en disant qu'ils pensent ça et qu'ils sont sûrs. Moi, ça m'interroge. Moi, je j'ai pas de réponse parce que c'est des débats qu'on aura encore dans 100 ans. Mmh. Ne donnons pas toujours des réponses. Je suis assez d'accord. Des fois, c'est bien aussi de dire: «Je ne sais pas». Exactement. La maternité réveille souvent des souvenirs de notre propre enfance et de nos relations familiales. Est-ce que tu as découvert des aspects de ton propre passé ou de tes relations avec ta mère pendant l'écriture du livre? Oui, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle «Toutes les mères sont des héroïnes» et ça m'est venu dans le cours de l'écriture, mais où j'ai pensé à tout ce que ma mère avait fait pour nous 4, à l'ingratitude qu'on avait eue pour cette mère qui avait renoncé à, je pense, plein de choses sans en avoir conscience, pour être là, pour être, disponible, pour ne pas se mettre en colère. Je trouve que les mères sont des héroïnes, quoi qu'elles fassent et quoi qu'elles choisissent de faire. Je trouve qu'on se réalise ça quand on voit nos enfants grandir et quand on se met à la place, quand on se retrouve dans une cuisine en train d'éplucher les légumes et de faire réviser, des mots de vocabulaire à une enfant de CP. Et là, je me dis: «Mais c'est moi, c'est ma mère, c'est je suis elle. Comment elle a fait pour pas s'énerver?» Donc oui, je trouve qu'il y a une grande gratitude et je pense qu'on ne réalise pas, ce que c'est d'être parent avant de le devenir. Donc une grande admiration pour ma maman et le métier qu'elle a fait. Je voudrais rebondir sur le sujet de l'ingratitude que tu soulèves. Tu penses que nos enfants nous doivent de la gratitude? Non, ils nous le doivent pas, mais il y a quand même parfois des moments où on est très seul, on s'est débrouillé pour être à l'heure à l'école, on a été chercher des pains au chocolat, on a eu peur parce qu'on se dit: «Mince, c'est pas ça qu'il va vouloir» et là, on se fait accueillir, mal et c'est hyper ingrat, c'est hyper dur, on est seul. Bien sûr que non, ils nous doivent rien, mais nous, je trouve que c'est, quand on sort d'une journée de boulot qui a peut-être été stressante et fatigante, qu'on doit changer de casquette en 10 minutes et se retrouver dans l'écoute, l'émotion et la disponibilité. Je trouve que c'est vraiment un exercice hyper violent parfois et que nos enfants ne se rendent pas compte de tout ce qu'on donne Bien pour eux sûr. et je sais qu'ils s'en rendront compte plus tard et je trouve que tant mieux si on s'en rend compte après parce que je regarde mes parents, différemment et j'accepte beaucoup plus peut-être les choses qu'ils ont peut-être, pas fait comme, il aurait fallu. Je trouve qu'il y a toujours une période de sa vie où on remet en question nos parents et on critique, on dit: «Non mais tu as vu comment ils ont fait? Pourquoi ils nous ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça comme ça?» En fait, ils ont fait tellement bien, déjà. Ils ont fait de leur mieux. Exactement. Après, on peut acheter des chocolatines plutôt que des pains au chocolat, c'est Ah, dans important. le Nord, on dit pain au Petit chocolat. non, 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 je j'aime bien lancer les débats débiles. À Bordeaux, c'est Heu, chocolatine. mais oui, bien sûr, je comprends ce que tu dis et c'est vrai que moi, ce que je voulais juste interroger, c'est aussi ce côté moi, je pense, très sincèrement, que à partir du moment où on est parent et qu'on fait de son mieux, hein, peu importe ce qu'on fasse ou pas, si on commence à penser que nos enfants pourraient avoir de la gratitude pour les efforts qu'on fait pour eux, c'est pas en fait, c'est pas les enfants le sujet, c'est l'environnement dans lequel on évolue. Mmh. C'est que ça veut dire que si je suis toute seule, en l'occurrence, par rapport à ce que tu racontes pour faire tout ceci, tout cela, tout machin, à moins que ce soit un choix personnel, hein, on a le droit, ça veut peut-être dire enfin, dans tous les cas, c'est pas la gratitude ou l'ingratitude des enfants le sujet, c'est comment ça se fait que j'en arrive à un point où j'attends d'eux Mmh. de la gratitude parce que c'est tellement dur pour moi et que pour moi, ce sentiment-là, ça doit être un point d'alerte pour dire: «Il y a un truc qui cloche, peut-être que mon conjoint en fait pas assez, peut-être que mon travail m'en demande trop, peut-être que c'est juste la période qui est pas bonne», parce que des fois ça passe. Mmh. Mais tu vois, vraiment qu'on interroge ces sentiments-là parce que, qu'on les interroge pas, ça peut évoluer en justement sentiment de: «Vous me devez quelque chose» Mmh. et Mais nos cette enfants ne façon nous de doivent rien, quoi. c'est une façon de surinvestir sa Bien parentalité, mais sûr, carrément, c'est un peu un piège, mais on peut y tomber très facilement, mais je trouve, grave, surtout aujourd'hui, où quand même, le climat, globalement, dans tous les sens du terme, est hyper anxiogène et un peu déprimant. On a envie de se replier sur ses enfants et de se dire: «Il y a que ça qui compte». et Les oui. moments qu'on partage en famille, mais c'est dangereux aussi de tout faire reposer sur eux, notre bonheur, nos bons moments. Il faudrait qu'on puisse les laisser vivre, donc ce que tu dis est hyper intéressant, de vivons aussi pour nous
et laissons-les libres de faire leur vie sans penser à nous et de partir. Parce que de toute Mais façon, ça sera ça la finalité. exactement. Je sais que ça, c'est un truc, tu vois, par exemple, avec ma compagne, elle me dit: «Je sais que tu as raison, mais je veux pas y penser». Mmh. C'est que moi, en fait, ma vision de la parentalité, si tu veux, je ça peut paraître un peu superficiel, mais je le vis un peu comme je vivais le management en entreprise. C'est-à-dire que le but ultime de ma parentalité, c'est que mes enfants n'aient plus besoin de moi. Mmh. Ils auront sûrement besoin de moi en devenant plus tard parents. Enfin voilà, il y a peut-être des moments où il y aura ça, mais globalement, si tu veux que leur autonomie soit assurée et qu'ils se sentent assez, une bonne estime Mmh. d'eux-mêmes, une bonne confiance en eux-mêmes pour dire: «OK, j'y vais quoi et je m'en vais» et ça, moi, c'est le but, tu vois? Je dis pas que ça m'attristera pas et tout, mais c'est le but et c'est marrant, tu vois, quand j'en parle avec ma compagne, souvent elle me répond, «Mais ouais, je suis d'accord, mais je veux pas y penser, en Mmh. fait». Tu raison, mais c'est un peu plus dur pour moi de me dire qu'un jour ils auront plus besoin de moi. C'est vrai. OK. Pour finir, Marine, si tu pouvais changer une chose dans la façon dont la société soutient les mères, ce serait laquelle et pourquoi? Imagine, tu as tous les pouvoirs, tu fais ce que tu veux et en plus, ce que tu veux, ça arrive ça, J'ai direct. droit qu'à une chose. Allez, 2 ou 3 si tu veux. Bon, la première, c'est que tous les pères prennent au moins le congé paternité qui est actuellement à 25 jours. Il pourrait être allongé aussi, ce serait bien, mais déjà s'ils le prennent tous à 25 jours, on fait un grand pas. La deuxième, ce serait d'améliorer l'accompagnement en postpartum. Je parle d'un postpartum d'1 an à 3 ans, donc de proposer au moins les services ou l'accompagnement par une sage-femme, une doula ou un psychologue ou une psychologue maternologue qui soit spécialisée. Que toutes les femmes puissent quand même avoir un numéro qu'elles appellent quand elles se sentent, quand il y a un débordement, un épuisement ou un questionnement qui les paralyse, qu'elles aient toutes ce numéro-là, sous le coude, en se disant qu'elles peuvent avoir droit à cette consultation pour, éviter de se sentir seules. C'est ce qu'on a cherché à faire avec le programme MyLouf, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là pour répondre à une question ou pour dire, «Tu n'es pas toute seule dans ce moment-là». C'est la meilleure façon de prévenir une dépression du postpartum, c'est de se sentir entourée, et d'avoir, ce socle de réponse, de savoir qu'on porte pas toute seule, ce qu'on est en train de vivre. Donc de mieux OK. prévenir ces symptômes-là parce que ça peut dégénérer et créer un mauvais début et ça va jouer sur, le retour à la vie professionnelle, sur le couple. Les séparations, dans l'année qui suit la naissance d'un enfant, on est sur des taux de 25 je crois. C'est énorme et ça vient de là. Ça vient du manque de soutien, d'écoute. Donc apporter ça à toutes les femmes, voire à tous les parents. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi pour l'invitation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.